On va s'intéresser dans cet exercice à l'accumulateur au plomb. Donc, dans ce type d'exercice, il est important de bien regarder les conditions expérimentales pour équilibrer correctement les demi-équations électroniques. Donc là, en l'occurrence, eh bien, donc, on a des ions HSO4- dont il va falloir tenir compte pour équilibrer les demi-équations électroniques. Les deux couples mis en jeu sont donnés au niveau des données. On a le couple PbO2-PbSO4 pour commencer. Donc au niveau de ce premier couple, eh bien donc on va équilibrer. Donc si on regarde les éléments plomb, ils sont équilibrés. Donc on va ensuite équilibrer les éléments soufre. Et donc c'est là qu'il faut faire intervenir l'ion HSO4- pour équilibrer. On va ensuite assurer la conservation d'un élément oxygène à l'aide de molécules d'eau. Donc là on remarque qu'il y a 2 plus 4, 6 éléments oxygène à gauche, on n'en a que 4 à droite, donc il faut 2 molécules d'eau. On va ensuite équilibrer un élément hydrogène à l'aide d'ion H+. Donc on va avoir 4 hydrogènes à gauche, il en faut 4 à droite, donc 3H+. Et donc on termine en équilibrant la charge en mettant 2 électrons. Donc on va faire une dernière petite chose, vu qu'au niveau de la solution électrolytique, ce sont des ions H3O+ qui interviennent, on va rajouter 3 molécules d'eau à gauche et à droite pour avoir la demi-équation électronique avec les bonnes espèces chimiques. Donc 3H3O+, donc plus 2 électrons, plus HSO4-, qui va donner PbSO4, donc plus 5H2O. Donc voici pour la première demi-équation électronique. On va s'intéresser ensuite à la deuxième demi-équation électronique, donc celle relative au couple PbSO4-Pb. Donc on est reparti, donc PbSO4, donc plus électron qui va donner Pb. Donc on a un plomb de chaque côté, donc ça c'est bon. On va équilibrer un élément soufre avec HSO4- à droite. On va ensuite équilibrer un élément oxygène à l'aide de molécules d'eau. On a 4 oxygènes à gauche, 4 oxygènes à droite, donc pas de souci. Il reste à équilibrer à l'aide d'ion H+ pour conserver l'élément hydrogène. Donc on a un hydrogène à droite, il en faut un à gauche. Il reste à assurer la conservation de la charge par l'intermédiaire de 2 électrons. Donc encore une fois, on va tenir compte des données expérimentales, donc du fait qu'il faut avoir des ions H3O+ dans le milieu. Donc je vais rajouter une molécule de H2O à droite et à gauche, et ça me donne la deuxième demi-équation électronique. Donc pensez à bien indiquer l'état physique des différentes espèces chimiques qui interviennent, puisque dans les calculs de constante d'équilibre, en particulier les tableaux d'avancement, il faut faire attention quand on a en particulier des solides. Maintenant qu'on a nos demi-équations électroniques, on peut avoir l'équation bilan. Donc l'équation bilan, on remarque qu'elle s'obtient quasi directement, puisqu'on a déjà 2 électrons qui sont échangés au niveau de chaque demi-équation électronique. Donc là, si on veut faire les choses un peu proprement, on va quand même faire une petite échelle des potentiels standards en positionnant nos deux couples. Donc on a le couple PbO2 PbSO4 et le couple PbSO4 Pb. Donc au niveau des potentiels standards, on remarque qu'on a un 70 volts pour le premier couple et moins 0,23 volts pour le deuxième couple. Donc on a un delta E0 ici qui est très grand et qui va nous permettre de faire réagir le meilleur oxydant avec le meilleur réducteur. On a le delta E0 ici qui est supérieur à 0,25 volts et la transformation qui est thermodynamiquement favorisée.
Donc on est quasi sûr dès le départ hein, que la transformation sera totale. Donc il reste simplement à écrire l'équation bilan entre eh bien, donc, PbO2 et Pb. Donc pour ça, il suffit simplement de reprendre hein, les demi-équations électroniques. On a directement hein, le bon nombre d'électrons échangés. Donc on a PbO2 plus 3H3O+, donc plus Pb solide, plus HSO4-, plus H2O, qui va donner donc PbSO4, plus 5H2O, donc plus PbSO4, plus H3O+. Il me semble que j'ai oublié quelque chose, donc je revérifie. Donc Pb3, il me manquait un HSO4-, hein, donc 2 HSO4-. Bien, on peut simplifier un tout petit peu puisqu'on a ici hein, donc des molécules d'eau à gauche et à droite. On a également donc DH3O+, et donc on a au final PbO2 plus Pb solide plus 2H3O+, plus 2HSO4-, qui va donner PbSO4, donc plus 4H2O. C'est l'équation de fonctionnement ici de notre pile. Bien, ce qu'on demandait ensuite, c'était eh bien, de déterminer la constante d'équilibre associée donc à cette réaction. Donc je ne vais pas refaire le calcul en entier, je rappelle juste le principe. Donc à l'équilibre, eh bien, on va avoir le potentiel à l'équilibre du couple PbO2 PbSO4 qui est égal au potentiel à l'équilibre du couple PbSO4 Pb, ce qui permet donc, quand on exprime les potentiels de Nernst, d'arriver jusqu'à l'expression de la constante d'équilibre. Je vous renvoie au cours. La constante d'équilibre, ça sera donc 10 exposant le nombre d'électrons échangés. Donc il y en avait 2 au niveau de chacune des demi-équations électroniques, sur 0,06, fois la différence donc, des potentiels standards. Donc le potentiel standard ici de PbO2 PbSO4 moins le potentiel standard du couple PbSO4 Pb. Donc je vous rappelle, attention, hein, les réactifs sont sur les extrémités ici de la différence. Donc ça nous permet eh bien, donc, d'avoir accès à la constante d'équilibre et donc de vérifier que cette transformation est bien totale. Donc là, il n'y a pas beaucoup de suspense, ça, vu l'écart entre les potentiels standards. On a une constante d'équilibre ici de 10 exposant 64. Donc la transformation hein, qui est particulièrement quantitative. Donc pour finir, on indiquait que cet accumulateur il contenait donc 250 grammes de PbO2 et 250 grammes de plomb. Et la question, hein, c'est de savoir combien de temps les phares vont pouvoir rester allumés après l'arrêt du moteur. Et donc, on vous indiquait que la batterie hein, fournissait un courant constant, donc de 5,9 ampères, pour alimenter donc les phares.
Donc ici, le point de départ, hein, c'est une relation donc, de physique. On a I qui est égal à Q sur delta T. Et donc on remarque que la durée de fonctionnement, c'est rien d'autre que Q sur l'intensité. Donc si on arrive à avoir accès donc, à la charge, on aura accès à la durée de fonctionnement. Sachant que euh, la charge, c'est rien d'autre que la quantité de matière d'électrons qui va circuler lors du fonctionnement de la batterie fois la charge donc d'une mole d'électrons. Donc je vous rappelle, la charge d'une mole d'électrons, hein, c'est le Faraday. Donc le Faraday, hein, c'est 96 500 coulombs mol moins 1. Donc ça, je vous rappelle, hein, que c'est simplement lié au fait que 1 Faraday, hein, c'est le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire. Donc je vous rappelle, hein, quand on travaille avec l'intensité, on travaille avec une grandeur qui est positive. Donc quand on dit que le Faraday, c'est la charge d'une mole d'électrons, c'est en valeur absolue, hein, puisque les électrons transportent eh bien, donc, des charges négatives. Bien, la transformation ici, elle est totale. L'équation bilan est écrite juste au-dessus. Donc il faut se demander ici, hein, quel va être le réactif limitant. Donc on n'a aucune information relative à la solution électrolytique d'acide sulfurique. Et donc on va supposer que le réactif limitant, hein, eh bien, donc, va être lié à la présence donc, des deux électrons, Pb et PbO2. Donc il suffit de calculer eh bien, les quantités de matière de PbO2 et de Pb. Donc la quantité de matière initiale donc, de Pb, c'est la masse de Pb sur la masse molaire eh bien, donc, de notre plomb. Et la quantité de matière initiale de PbO2, donc c'est la masse de PbO2 sur la masse molaire de PbO2. Donc on peut facilement donc faire l'application numérique. Donc la masse molaire du plomb, elle était rappelée donc dans l'énoncé, c'était 207 grammes par mol. Et donc pour eh bien donc le plomb, on a une quantité de matière de 1,2 mol. Et pour PbO2, on a 1,1 mol. Le réactif limitant, eh bien, c'est donc PbO2. Et donc ça, c'est intéressant puisqu'on sait que pour chaque mol de PbO2 qui va circuler, on va avoir, si on reprend la demi-équation électronique, 2 mols d'électrons qui vont circuler. Et donc la quantité de matière d'électrons, ça va donc être égal à 2,2 mols. Et donc on va pouvoir avoir accès par voie de conséquence, eh bien donc à la charge Q et donc à la durée de fonctionnement ici, hein, de notre accumulateur. On trouve pour delta T donc 35 983 secondes. Et donc si on convertit en heures, on a delta T qui est environ égal à 10 heures.